Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint notre club conférence, autrement dit webinaire, consacré aux cryptoactifs en France, un investissement devenu incontournable. Alors, si nous avons décidé d'aborder le sujet des cryptoactifs, c'est bien parce qu'il s'impose à nous en devenant un incontournable du paysage financier mondial. À ce titre, la France tient son rang de hub européen en matière de cryptoactifs pour fournir des services financiers plus rapides et moins chers. Savez-vous que plus de 10% des Français détiennent des cryptos? Alors, peut-être que je vous l'apprends ou pas, mais ça doit nous faire réfléchir et nous interroger pour savoir dans quel cadre de fonctionnement établit la crypto aujourd'hui. Quelle est sa place parmi les classes d'actifs que nous connaissons traditionnellement? Est-il question aujourd'hui de réguler un univers qui est dérégulé par nature? Question également. Quelles ont été les conséquences de la faillite de la plateforme FTX en 2022? Ça aussi, ça nous a beaucoup interrogés. Sommes-nous arrivés aujourd'hui à un nouveau virage avec la récente approbation par la SEC américaine de 11 ETF spot Bitcoin? Donc autant de questions brûlantes et d'actualité auxquelles nous allons tenter de répondre. Et pour cela, nous avons fait appel à deux spécialistes que j'ai le plaisir de vous présenter, Cyril Sabag et Enzo Allo. Alors Cyril Sabag est Managing Director chez Mélanion Capital, où il a conçu le premier ETF UCITS sur le thème du Bitcoin au monde. Il a cofondé Mélanion Digital en 2021, société se concentrant sur les investissements dans l'écosystème Bitcoin. Avec plus de 20 ans d'expérience à des postes managériaux en finance de marché et en gestion d'actifs, Cyril est diplômé de l'ENSAE, de l'actuariat et titulaire de 2 Master 2 de l'Université Paris 6. Bienvenue Cyril. Et Enzo Allo. Enzo, fort de 7 années passées chez Société Générale Private Banking, Enzo s'est intéressé dès 2016 à la technologie de la blockchain, certifié en 2020 par l'École supérieure de l'assurance en stratégie d'intégration de la blockchain. Enzo est conseiller en investissement financier, président et fondateur de l'Association française des conseillers en investissement sur actifs numériques et président de Crypto Patrimoine, cabinet de conseil en investissement et gestion spécialisée sur les actifs numériques. Enzo, bienvenue également dans ce webinaire et merci à chacun, merci à tous les deux de prêter votre expertise, votre expérience et vos témoignages sur ce sujet dont on attend maintenant d'en savoir plus. C'est à vous. Alors pour le webinaire, simplement, je recadre l'événement. On est sur environ 3/4 d'heure de présentation qui seront suivies d'un temps d'échange à volonté. Et nous sommes là pour cela. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le voyez devant vos yeux, donc on va sans plus tarder commencer le sommaire donc sur les bases de la technologie de la blockchain que nous verrons brièvement ensemble. Vous imaginez bien que sur un temps si court, on ne va pas pouvoir entrer dans non plus trop de détails, simplement voir un petit peu la partie émergée de l'iceberg, la réglementation par la suite, et puis Cyril vous parlera des moyens de pouvoir s'y exposer par les différents on va dire, classes d'actifs et produits, et à voir effectivement si on peut considérer les actifs numériques comme une classe d'actifs à part entière. Alors tout d'abord, pour commencer les bases, l'origine de la blockchain, pour bien comprendre et mettre en perspective pourquoi on a un engouement, et un petit peu recontextualiser tout ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors si vous voulez, si on fait un rapide retour en arrière, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on voit rapidement qu'avec l'évolution de la monnaie, les cités-États, faut s'imaginer 6e siècle avant Jésus-Christ, avec l'apparition des cités-États qui vont commencer à frapper leur propre monnaie, va apparaître le premier métier de changeur, c'est-à-dire que les commerçants, les nobles, pour pouvoir commercer entre ces différentes cités-États, avaient besoin de pouvoir changer leurs pièces de monnaie. Et donc, on a l'apparition des premières formes de tiers de confiance, comme les banques, qui permettaient de pouvoir assurer le cours de change entre ces différentes cités-États. Ensuite, la monnaie change un petit peu de, on va dire, conteneur physique. Ça, c'est pas ce qui est le plus important. On a ensuite le billet, la carte bancaire, le chèque bancaire, etc. Tout ça, ce sont des innovations, on va dire, du support. Ce qui nous intéressait, par contre, en termes d'innovation par la suite, alors je vais vous mettre en même temps le petit pointeur, voilà, ce dont on vient d'évoquer ici directement. Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner, pardon. Hop là, on va un peu vite.
Non, c'est pas grave. C'est bon. Ce qu'on va pouvoir voir par la suite, c'est dans les années, on va dire 19e siècle, chez les Génois, en Italie, on va avoir la naissance du livre de registre. C'est-à-dire que plutôt que se dire qu'on va assurer chaque transaction au moment où elle est réalisée, on va, dans un cahier, dans un livre, noter l'ensemble des transactions que l'on va réaliser pendant un an, par exemple, et en fin d'année, on va faire un bilan de toutes les transactions, et on va dire, ben, l'acteur un tel doit tant à lui doit tant à lui me doit tant, etc. Et on va faire un grand bilan comptable en fin d'année pour n'opérer qu'une seule transaction au lieu de toutes les transactions qu'on aurait opérées. Alors ça, c'est la naissance donc de l'écriture scripturale et l'écriture comptable. En même temps, on a des éléments qui viennent contrebalancer un petit peu l'importance que prennent ces tiers de confiance. Alors là, je pense aux banques centrales, aux régulateurs, aux grands institutionnels bancaires, qui, avec les différentes failles, faillites, la crise, alors là, on pense au subprime en 2008, etc., va commencer un petit peu à effriter la confiance que les particuliers, en tout cas, hein, que le peuple d'une manière générale, peut avoir envers ces institutions. En même temps, on a l'apparition de tiers de confiance sous différentes formes. On a l'apparition de tiers de confiance comme Facebook, typiquement, qui va être un tiers de confiance, qui va dire qu'à partir du moment où, par exemple, j'ai des dizaines de personnes en relation en commun avec moi, avec cette personne-là, bah, probablement que cette personne existe, qu'elle est vraie, etc., etc. Le Bon Coin, d'une certaine manière, est un tiers de confiance. Et donc, fort de toutes ces, on va dire, crises et défiances envers les gouvernements, on a un petit groupe de personnes qui s'appellent les cypherpunks, qui vont réfléchir aux moyens de pouvoir supprimer ces intermédiaires coûteux et superflus, selon eux, et pouvoir utiliser une monnaie qui serait autogérée, par laquelle ils n'auraient pas besoin d'organes centrales pour la valider, pour faire des transactions, pour la gérer, etc. Et en fait, c'est ce qui donne l'apparition, la naissance de Bitcoin en 2009, qui, à l'origine, c'est bien le cas, ce qui est intéressant également, c'est que c'est le cas Bitcoin qui va créer la blockchain comme on la connaît aujourd'hui. L'idée n'est pas partie de cette technologie de blockchain, mais d'un cas d'usage, celui de Bitcoin. Et donc, vous verrez par la suite, vous avez ici la définition d'une blockchain qui est la gestion collaborative d'un registre distribué dans lequel les transactions sont certifiées sans recourir à un tiers de confiance ou une institution. Alors, ça veut dire quoi rapidement? La gestion collaborative d'un registre distribué, eh ben, on repense à ce livre de registres que les Génois ont inventé au 19e siècle. Voilà, tout simplement, on fait imaginer un grand livre dans lequel on va noter toutes les transactions Bitcoin, qui sera transparent, auditable, immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, et pour lequel, en fin de compte, tout le monde va pouvoir vérifier l'état du registre du réseau Bitcoin. Toutes ces transactions-là qui seront inscrites dans le réseau Bitcoin seront validées sans recourir donc à un tiers de confiance ou une institution. Et donc, cette première apparition de Bitcoin. Si on avance un petit peu, alors on pourrait en parler des heures de l'origine de ce mouvement, les cypherpunks, etc. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la blockchain, ce n'est pas une innovation. C'est pas une invention, pardon, c'est une innovation qui compile en gros les 4 grandes dernières inventions liées aux 20 dernières années sur le secteur d'Internet, hein, qui sont donc la cryptographie, c'est-à-dire le fait de pouvoir crypter des données d'une certaine manière, le peer-to-peer, qui permet l'échange de données sur le réseau Bitcoin. Alors pour ceux à qui ça pourrait parler, le peer-to-peer a surtout été connu au début des années 2000 avec le piratage informatique, hein, pour le coup, le téléchargement de films et de musique, hein, qui passait par ce genre de réseau pair à pair, c'est-à-dire qu'on va télécharger directement la donnée sur l'ordinateur de quelqu'un sur un serveur privé. Ben en fait, si vous voulez, la blockchain Bitcoin fonctionne exactement de la même manière. Chaque personne qui aujourd'hui fait fonctionner le réseau Bitcoin possède la blockchain Bitcoin sur son ordinateur et permet à d'autres personnes de venir télécharger les données sur son ordinateur. Et puis, vous avez ensuite par la suite le hashcash. Alors ça, malheureusement, on aura moins le temps de le traiter aujourd'hui, mais sachez que vous l'utilisez tous les jours lorsque vous envoyez des mails. C'est ce qui valide une donnée numérique en fait utilisant un petit peu d'énergie pour la valider, comme le fait de mettre un tampon sur une lettre pour valider, par exemple, un timbre. Ben, le hashcash, ça va être une preuve informatique comme quoi une action a été réalisée. Tout ça va pouvoir donner naissance à la blockchain. Donc, tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup de techniques. En réalité, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est
Quelle va être la valeur ajoutée de cette technologie? Comment est-ce qu'elle pourrait modifier les habitudes de consommation? Comment est-ce qu'elle peut révolutionner différents secteurs, etc. Et donc, ce principe de fonctionnement de ce grand livre partagé va permettre diverses applications par ces grandes propriétés. Il y en a 5 à retenir qui font que la blockchain est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est d'abord le remplacement de tiers de confiance. Aujourd'hui, une activité notariale, une activité bancaire, une activité de certification d'une certaine manière peut être remplacée par un procédé mathématique. Tout simplement, qui va venir remplacer ce tiers de confiance, en fait, cet intermédiaire qui va toujours venir un petit peu se positionner dans une transaction. Et pourquoi est-ce qu'à l'origine, on avait besoin de ce genre de tiers de confiance? C'est qu'en fait, imaginez une personne qui voudrait vendre sa voiture. En fin de compte, on a toujours une asymétrie de l'information dans une transaction, puisque bien sûr, le vendeur a beaucoup plus d'infos sur le produit, l'actif qu'il vend par rapport à l'acheteur qui, lui, en fait, quand je suis acheteur, j'arrive, je vois le bien, j'ai quand même peu d'infos. Admettons que ce soit une voiture comme je l'évoquais tout à l'heure. Uniquement le propriétaire de la voiture sait la manière dont il a conduit la voiture, dont il l'a entretenue, etc., etc. Donc, lui seul a la réelle valeur de sa voiture. Donc, c'est cette asymétrie de l'information dont on parle ici qui va venir être supprimée par ce grand livre, parce qu'en fait, on a tout l'historique. Ça permet également le transfert de propriété sécurisé, de pair à pair, comme je le disais, sans intermédiaire. Toutes ces transactions et toutes ces informations seront enregistrées, sécurisées et horodatées. Ça va permettre, fin de compte, de pouvoir prouver un titre de propriété de manière numérique. Alors que ce soit une identité, un contrat, etc., etc. On va pouvoir, au-delà que de stocker de la donnée de transaction, j'ai échangé 1 euro, 2 euros, etc., on va pouvoir par la suite stocker bien plus de types de données dans ces grands livres partagés. Et bien sûr, un des arguments principaux de la technologie de la blockchain, c'est la pseudonymisation, c'est-à-dire que vous n'allez pas communiquer votre nom-prénom généralement, mais simplement pour pouvoir permettre d'utiliser une blockchain, ça sera au minimum une adresse mail que vous devrez utiliser et il n'y aura donc pas de communication de données sensibles, personnelles, à des tiers que vous ne maîtrisez pas. Donc si l'on compare un petit peu avec le monde physique aujourd'hui, lorsqu'on a une économie nationale comme l'euro, alors du coup maintenant on n'est plus vraiment sur des économies nationales, mais bon, européennes pour le coup, on a donc cette monnaie qui va correspondre à des jetons, des coins dans les crypto-monnaies. Cette monnaie est utilisée par les citoyens, là directement ça va être les membres utilisateurs, toute personne qui possède des crypto-actifs sont considérés comme des utilisateurs de cet actif numérique. La monnaie, elle est déterminée par la loi, des règles qui déterminent tout ça. Là, ça va être un protocole informatique directement dans la blockchain. Toutes ces lois sont rédigées par le législateur. Là, directement, ce sont les programmeurs informatiques qui vont coder la manière dont le jeton doit se comporter. Tout cela va être organisé à travers un système de compte. Alors, c'est Clearstream, c'est Eurostream, ce sont tous les différents teneurs de compte, Security Services, comme on appelle ça dans le domaine bancaire, toute la gestion du back-office. En fait, Tout cela va pouvoir être organisé dans une blockchain, puisqu'en fait, on va pouvoir avoir les preuves de titres de propriété et de détention directement organisées à travers cette architecture informatique qu'est la blockchain. Tout ce livre de compte bancaire est mis à jour par les banques directement. Et là, ça va être mis à jour par les mineurs. Alors, les mineurs, malheureusement, on n'aura pas non plus trop le temps d'en parler, puisqu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Simplement, les mineurs sont des personnes qui assurent le fonctionnement du réseau. Et pour ce travail-là, ils sont rémunérés dans la crypto-monnaie sous-jacente pour laquelle ils assurent la sécurité. Donc, un mineur de Bitcoin va certifier et d'une certaine manière valider les transactions, les inscrire dans la blockchain, et pour ce travail-là, sera rémunéré en Bitcoin. Sinon, on se focus un petit peu plus sur Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'intérêt sur Bitcoin? Tout simplement, c'est un cas d'usage assez particulier qui vise à répondre à des problématiques d'inflation, puisqu'on a un nombre de Bitcoin qui sera limité à 21 millions dans le temps, il n'y en aura pas un de plus. Aujourd'hui, on est à peu près à 18 500 000 bitcoins minés, si je ne me trompe pas. Et on pense que tous les bitcoins à peu près seraient minés d'ici 2140.
Chaque bitcoin est identifiable depuis sa création. Donc, admettons que j'ai une pièce d'1 € qui représente un bitcoin. En vous passant cette pièce, c'est comme si en surbrillance, vous verriez au-dessus de cette pièce à toutes les personnes à qui elle a appartenu. Un petit peu dans le cadre de la traçabilité. Vous aurez plus de contenu là-dessus. Bitcoin, vous avez plein d'infos sur Internet. Vous pouvez trouver plein de choses. On passe un petit peu moins de temps là-dessus. Et si vous avez des questions bien spécifiques, bien sûr, on pourra en parler après. L'utilisation de Bitcoin, elle est très simple. Pour se créer un portefeuille Bitcoin, il suffit uniquement d'avoir une adresse mail qui va nous permettre de créer ce portefeuille Bitcoin. À l'obtention de ce portefeuille, vous allez recevoir 2 clés. Je vais insister par contre un petit peu là-dessus. Une première clé qui est publique, qui est communicable, c'est en gros l'adresse que vous voyez sur votre boîte aux lettres. Vous pouvez la communiquer. Les gens, quand ils passent devant chez vous, ils savent que c'est vous, que vous habitez là, mais ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas ouvrir votre courrier. Ça, c'est donc la clé publique. Vous pouvez la donner. Enfin, en tout cas, la transmettre à quelqu'un pour qu'il vous envoie des jetons. La clé privée, en revanche, elle est absolument personnelle. C'est comme si vous donniez cette fois-ci la clé qui ouvre votre boîte aux lettres à quelqu'un. Il va pouvoir venir se servir. Donc cette clé privée, elle est généralement à noter, à sécuriser. Il y a différents processus pour pouvoir sécuriser tout ça. Et surtout, ne jamais la donner à quelqu'un puisque c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir votre coffre-fort. Et pour information, une transaction sur Bitcoin, ça prend très peu de temps, ça coûte très peu cher. J'ai vu qu'il y a quelques mois, un équivalent de 18 milliards de dollars en Bitcoin a été transféré entre 2 portefeuilles. Ça a pris 10 minutes, ça a coûté 25 €. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la manière dont fonctionne le modèle bancaire, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont clairement pas possibles dans les échanges interbancaires, tout simplement. Bitcoin, c'est maintenant plus une réserve de valeur et une unité de compte, c'est également un moyen de paiement. Et donc, vous avez beaucoup de sociétés qui aujourd'hui commencent à accepter Bitcoin. Ça, vous pourrez le voir un petit peu plus en détail quand vous recevrez la présentation. On est encore au tout début, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques grandes marques, BMW, Lamborghini, Tesla, Microsoft, etc., qui exploitent d'une certaine manière soit la technologie, soit l'actif en tant que tel. Petite chose assez intéressante à savoir sur Bitcoin, ce qui fait que sa rareté est une notion qu'on appelle le halving, qui signifie littéralement réduire de moitié, c'est-à-dire que les bitcoins sont fraîchement créés toutes les 10 minutes. De nouveaux bitcoins naissent, sont créés directement. Ce montant de bitcoin créé toutes les 10 minutes est divisé par 2 tous les 3-4 ans. C'est ce qui fait que, par une notion mathématique très simple, à demande constante pour Bitcoin, on a une réserve qui diminue en termes de quantité, enfin, c'est pas qu'elle diminue, c'est-à-dire que son évolution de cette réserve est divisée par 2 tous les 3-4 ans. Donc, à demande constante, on a forcément un prix qui est drivé à la hausse. Attention, cette condition sine qua non à avoir un prix qui est effectivement poussé à la hausse, c'est parce qu'on a une tendance sur laquelle on a une croissance du nombre d'utilisateurs de Bitcoin et de personnes qui achètent Bitcoin. On a beau avoir ce genre de processus de halving, à partir du moment où moins en moins de personnes utilisent Bitcoin, on aura un cours qui probablement pourrait réduire un petit peu. Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies, entre guillemets, la plus valorisée, la plus ancienne, celle qui aujourd'hui a montré le plus de preuves de cas d'usage, etc. Mais on en a d'autres qui aujourd'hui sont possibles et fonctionnent grâce à une technologie, celle des smart contracts. Il faut imaginer que Bitcoin, en fait, aujourd'hui, ça a pratiquement 15 ans et que, en fait, quand on regarde le code, ça marche certes très bien, mais ça peut être d'un certain point de vue assez vétuste, puisque la technologie avance très vite, qu'une innovation en chasse une autre, et que en 2014, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum, qui a vu le jour, avec une technologie qu'on appelle de smart contract, des contrats intelligents. Qu'est-ce qu'un smart contract? En fait, c'est un contrat juridique dont les clauses s'exécutent automatiquement en fonction d'événements prédéfinis à l'avance. Aujourd'hui, comment ça se passe? Je veux contractualiser avec quelqu'un, soit je vais passer par un avocat ou pas, mais en tout cas, on va faire un contrat juridique, on va mettre toutes les clauses dedans, et à la fin, on va signer notre contrat. La blockchain permet
de digitaliser ce type de contrat et d'en automatiser les clauses. Je m'explique sur un cas très simple. Admettons que je dois envoyer à Cyril demain à midi 10 € s'il fait plus de 15 degrés. On va coder ce smart contract. Cyril et moi allons le signer. Et puis demain, à midi, automatiquement, la blockchain va aller interroger des données météorologiques qui vont vérifier que à midi, il fait plus ou moins de 15 degrés. Et en fonction du résultat, va opérer la transaction et le transfert de fonds vers le portefeuille de Cyril. C'est un cas très simple. Depuis le temps, on est passé sur des choses tellement complexes qu'il est possible, limite, de coder une application comme Airbnb à base de technologie de smart contract. Ça aurait quoi comme effet? Ça aurait simplement pour effet que la manière dont Airbnb fonctionnerait serait exactement la même, sauf qu'on n'aurait pas cet intermédiaire Airbnb qui vient en fait, prendre une partie de la marge que se fait le loueur. Il assure également la sécurité, mais voilà, il y a un petit peu d'autres choses. Donc ce contrat, il est codé et ce sont des scripts qui vont l'exécuter. En revanche, cela pose d'autres manières de fonctionner que Bitcoin et ces frais de transaction vont consommer directement ce qu'on appelle du gaz, qui est de l'Ether en quantité infinitésimale, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez opérer une transaction d'Ether pour envoyer de l'Ether à quelqu'un, vous allez avoir besoin d'avoir de l'Ether un petit peu dans votre portefeuille pour payer les coûts de transaction directement. On avance un petit peu, ce qui me fait le lien avec la réglementation en France. Comme je vous disais, ça faisait 15 ans à peu près que l'actif aujourd'hui existe. Il y a moult lois qui ont pu sortir. En France, aujourd'hui, il nous reste encore pratiquement 1 an à être dans un écosystème franco-français dirigé par l'AMF avec le statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. C'est aujourd'hui ce qui régit, on va dire, les 80 acteurs français qui possèdent un enregistrement, en sachant qu'il existe plusieurs types d'enregistrement. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2024, nous avons l'enregistrement simple, renforcé, celui-là est nouveau, et l'agrément. Aujourd'hui, une seule société en France possède l'agrément, c'est Société Générale Forge. Enregistrement renforcé, ça commence à arriver, je pense qu'il doit y en avoir 2-3. En revanche, toutes les sociétés aujourd'hui sont en enregistrement simple, pratiquement, et vont avoir 18 mois pour se conformer et obtenir l'enregistrement renforcé ou l'agrément. Les enregistrements sont obligatoires pour 4 types d'activités, qui sont la conservation d'actifs, le métier de teneur de compte, dépositaire, le service d'achat-vente d'actifs numériques, contre actifs numériques ou monnaie ayant cours légal, et l'exploitation d'une plateforme d'échange d'actifs numériques, donc ce qu'on appelle de DEEP, D-E-E-P, dispositif électronique d'enregistrement partagé. Voilà. Et ensuite, vous avez toutes ces activités-là qui sont non soumises à enregistrement, mais on a de l'AMF forcément ici. Donc, par exemple, si on regarde un petit peu, si vous voulez faire de la RTO pour compte de tiers, pour faire cette RTO, il vous faut être conseiller en investissement et donc vous allez quand même dépendre de pas de l'AMF, mais vraiment de l'ORIAS. En tout cas, être dans une association de professionnels, avoir une assurance, etc., etc. Pour la gestion de portefeuille d'actifs, c'est super, ça ne demande pas d'enregistrement, sauf que pour pouvoir faire de la gestion, il faut pouvoir passer des ordres pour compte de tiers, donc ça demande un enregistrement. Bref, vous voyez un petit peu l'idée dans laquelle l'AMF fonctionne, ce qui fait qu'en réalité, à terme, toutes les sociétés devront, si elles proposent des services sur actifs numériques, être enregistrées ou avoir cet agrément. Voilà, cet agrément comporte plein d'autres choses. Ça demande d'avoir, par exemple, une assurance des ratios d'emprise à la sauce un petit peu BAL 2, BAL 3, typiquement. Et on a donc une évolution de ce statut de PSAN aujourd'hui en France vers le statut de CAPS, donc qui correspond à Crypto Asset Service Provider, qui est un petit peu le nouveau statut sous le régime, lui, MiCA, Market and Crypto Assets, qui est le régime qui sera en place au 1er janvier 2025 sur la zone européenne, enfin Union européenne. Très bon point, selon moi, puisque ce type de réglementation standardise l'écosystème, le professionnalise et
permet d'une certaine manière un petit peu un UCITS-like pour la partie actif numérique. Donc que vous soyez en Allemagne, en Italie, j'allais dire en Suisse, mais non, forcément, etc., eh bien, vous aurez une documentation qui sera similaire pour les produits d'actifs numériques, des processus d'onboarding qui seront similaires, etc., etc., puisque je le rappelle aujourd'hui, l'AMF le rappelle également, le statut de PSAN ne prend pas en compte la protection du consommateur, au même titre que ce qu'on peut avoir lorsqu'on est conseiller en investissement, ou, etc. Petit point particulier, les NFT ne rentrent pas dans cette réglementation. Tout simplement, à mon avis, ils doivent être un petit peu perdus avec tout ça, puisque un NFT peut être une securities, un utility, voilà, ça peut être plein de choses en même temps, et rien aussi. Donc, très difficile en fait, si vous voulez, à réglementer, puisque de la manière dont on va utiliser l'actif va dépendre de la manière dont il va devoir être traité, en termes comptables, en termes fiscaux, etc., etc. Et les sociétés européennes auront des humains également pour se réformer. Alors tout ça, ça correspond à l'investissement dans les actifs numériques en direct. Mais aujourd'hui, il existe, du coup, comme le disait Alexandre en introduction, différentes manières de pouvoir s'y exposer. Ce qui me fait le pas vers toi, Cyril, et écoute, te suggère de pouvoir prendre le relais à partir de maintenant. Merci Enzo, bonjour à tous. Oui, on va s'intéresser, on va dire, aux différents moyens de s'exposer aux cryptos. On va en particulier regarder quels sont les moyens d'investir directement, les moyens indirects qui sont en général plus connus du grand public. On fera ensuite un point sur les caractéristiques clés de l'ensemble de ces moyens, et puis on fera un focus sur l'ETF que j'ai pu lancer, qui rentre justement dans la catégorie investissement indirect. Alors sur les investissements directs, il y a ce qu'on appelle les investissements spot, donc directement sur le Bitcoin. Alors ils peuvent se faire de deux façons différentes. Soit on va directement sur ce qu'on appelle un exchange, une bourse. Alors, j'en ai cité quelques-uns sur ce slide. Donc, il y a OKX, Deribit, Coinbase est très connu. Pourquoi? Parce que c'est une société qui est listée aux États-Unis et qui abrite justement l'ensemble des bitcoins des différents ETF, en tout cas la plupart des bitcoins des différents ETF qui viennent d'être lancés aux États-Unis. Il y a Kraken également. Il faut savoir une chose, c'est que pour l'instant, la régulation est faible, et qui dit faible régulation, dit faible protection des investisseurs, en particulier par rapport à ce qu'on appelle des bourses régulées. Vous savez, les autorités nationales, comme l'AMF, ont une liste de bourses régulées. Ces bourses que je viens de donner, crypto, ne sont pas dans cette liste. On a également une autre possibilité, c'est passer par un intermédiaire. Enzo en a parlé tout à l'heure, donc ce qu'on appelle des PSAN, prestataires de services sur actifs numériques. Donc c'est un enregistrement, on en a parlé, il y a juste une société qui est agréée, c'est SG Forge. Mais sinon, les sociétés sont enregistrées et elles peuvent proposer on va dire le trading sur ces plateformes. Alors c'est important, ce sont des sociétés qui sont simplement enregistrées à l'AMF, mais qui traitent sur des plateformes non régulées. Donc, on a une plus faible protection de l'investisseur. Certains PSAN, souvent, jouent sur cet enregistrement AMF en disant que vous êtes protégé, mais Enzo l'a très justement rappelé tout à l'heure, on a quand même un risque de contrepartie sur ces plateformes. Alors, on va ensuite passer sur les investissements indirects. Donc, la première possibilité, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés, donc les futurs ou les options. Là, se distinguent deux mondes. Le monde des bourses régulées, ou je devrais dire de la bourse régulée, puisque c'est le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui propose depuis quelques années des contrats futurs et également des options sur un indice Bitcoin. Donc, c'est relativement intéressant parce que là, pour le coup, on est dans le cadre des bourses régulées au sens du régulateur national ou des bourses non régulées. Donc, on retrouve celle dont j'ai parlé tout à l'heure avec toujours ce risque de plus faible protection. Mais surtout, et ça, c'est un point qui est important, on a des mécanismes de liquidation qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut trouver sur une bourse régulée.
on investit via des produits dérivés, on met du collatéral. En général, quand on est sur une bourse régulée, on est prévenu, on nous dit attention, veuillez rajouter du collatéral, sinon vous allez être liquidé. Sur une bourse crypto, la liquidation se fait en général automatiquement et on peut avoir des mauvaises surprises. L'autre possibilité, c'est traiter via ce qu'on appelle des contracts for difference, donc des CFD, qui sont des produits dérivés OTC, donc de gré à gré, over the counter, et on reçoit la différence entre notre valeur d'achat et entre la valeur réelle aujourd'hui et la valeur d'achat. Donc, ce sont des produits dérivés OTC, on a un risque de contrepartie aussi, donc pas forcément non plus l'idéal, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Alors, autre investissement indirect, alors ça c'est assez intéressant, on aura l'occasion d'y revenir après, c'est que beaucoup de personnes se sont dit que, compte tenu de cet écosystème crypto qui grossit, cet écosystème de sociétés, il était intéressant d'investir directement sur des sociétés cotées en bourse de l'écosystème crypto. Alors, ces sociétés, elles peuvent appartenir à différents secteurs. On a des sociétés qui mêlent finance et crypto, comme Coinbase. On peut avoir des sociétés de minage. On a évoqué le minage tout à l'heure avec Enzo, ou des sociétés. Alors là, c'est l'exemple de MicroStrategy, qui est une société qui est cotée sur le Nasdaq. C'est un éditeur de logiciels, mais dont le PDG est un Bitcoin maximaliste et qui investit toute sa trésorerie en Bitcoin. Donc les gens se sont dit, bah, c'est très simple, au lieu d'investir sur le Bitcoin, c'est compliqué, il y a un risque de contrepartie, je ne sais pas forcément aller sur quelle plateforme, je vais investir directement sur MicroStrategy. Donc, c'est intéressant et la corrélation avec le Bitcoin peut être relativement forte, ce qui fait que des gens se tournent vers cette typologie d'investissement indirect, mais on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Une autre possibilité, ce sont les fonds. La complexité, c'est que comme le Bitcoin aujourd'hui n'a pas un statut complètement régulé, on ne peut pas avoir des typologies de fonds classiques, ce qu'on appelle UCITS en anglais ou OPCVM en français. Donc, on passera par des fonds, des FIA, donc des fonds d'investissement alternatifs, voire même ce qu'on appelle des fonds professionnels spécialisés qui s'adressent uniquement à une clientèle professionnelle ou assimilée professionnelle, donc qualifiée. Je vais donner deux exemples. Un fonds qui s'appelle le Napoléon Bitcoin Fund. Napoléon est une société française qui a été rachetée il y a peu de temps par une autre grosse société internationale qui s'appelle CoinShares. On a aussi un autre exemple avec une société qui s'appelle Arcant et qui avait sorti voilà, il y a quelques temps un fonds, pareil, un fonds d'investissement alternatif qui touche aux crypto. La complexité avec un tel fonds, c'est qu'en général, on a un minimum d'investissement et on ne peut pas l'intégrer dans toutes les enveloppes traditionnelles pour pouvoir s'y exposer. Alors l'autre investissement indirect, qui est peut-être un peu plus connu du grand public, c'est ce qu'on appelle les ETP. Alors un point rapide de réglementation, donc ce qu'on appelle les ETP, donc les Exchange Traded Products, en Europe se distinguent en deux familles, ce qu'on appelle les ETC ou les ETN, donc Exchange Traded Certificate ou Exchange Traded Note, qui sont des produits de dette avec un risque de contrepartie, c'est-à-dire qu'en fait, on achète une partie de dette et l'émetteur va acheter du Bitcoin en face et on a une exposition synthétique de cette façon-là. Donc ça, c'est le monde des ETC ou des ETN. Il en existe beaucoup sur le Bitcoin. On a un risque de contrepartie, ça c'est clair, alors qui est plus ou moins collatéralisé. Et on a aussi, sur ce type de produit, l'impossibilité de pouvoir les incorporer dans des enveloppes très régulées et tax efficient, donc comme les assurances vie. Et on a un deuxième monde en Europe, ce qu'on appelle les ETF plus spécifiquement. Et les ETF en Europe doivent être nécessairement UCITS, donc doivent être des OPCVM. On en parlera juste après, mais en particulier, un OPCVM doit être diversifié et doit investir uniquement sur des actifs régulés. Donc, un ETF Bitcoin en Europe ne pourrait pas exister. Ça, c'est important parce qu'on me pose souvent la question par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis en me disant un ETF spot comme BlackRock, est-ce qu'on peut en avoir en Europe? Non. En tout cas, il ne rentrera pas dans cette catégorie.
Et d'ailleurs, c'est très compliqué aujourd'hui d'investir dans l'ETF de BlackRock en Europe. En revanche, aux États-Unis, il y a une énorme catégorie qui s'appelle ETF et qui inclut les ETC, les ETN et les ETF. Et avec une réglementation beaucoup plus light, un ETF sur un unique actif, comme ce qui s'est passé récemment aux États-Unis sur le Bitcoin, peut être investi dans toutes les enveloppes réglementaires américaines, comme les assurances-vie, voilà, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc, c'est vraiment important d'avoir cela en tête vis-à-vis de ce qu'on appelle les Exchange Traded Products. Alors ici, une synthèse des caractéristiques clés. Donc, j'ai un petit peu tout indiqué. Donc, on peut avoir l'achat et la détention en bourse crypto. Alors, on n'a pas forcément… voilà, donc j'ai donné l'ensemble des typologies des investissements et les caractéristiques avec la simplicité de l'enveloppe, l'accessibilité, la fiscalité. Donc, est-ce qu'on est dans une enveloppe fiscalement optimale, la sécurité, la régulation et la diversification? On voit qu'on n'a pas la possibilité sur l'ensemble de ces produits et de ces typologies d'investissement de cocher toutes les cases. Mais on voit aussi que, voilà, on en a parlé, le TF UCITS, on a la chance de tout cocher, mais je l'ai dit juste avant, un ETF UCITS ne peut pas être directement sur le Bitcoin. Donc, si on veut s'exposer au Bitcoin via un ETF UCITS, il faut essayer de ruser. Voilà, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire chez Mélanion Capital, puisqu'on a lancé le premier ETF UCITS sur la thématique Bitcoin au monde. Voilà, donc ça s'est fait il y a un peu plus de 2 ans. Donc je vais expliquer la méthodologie. Comme je l'ai dit, pour être un OPCVM, pour être UCITS, le fonds doit être diversifié et investir sur des actifs régulés. Bitcoin, ça ne marche pas, c'est un actif, donc c'est pas diversifié, et aujourd'hui Bitcoin n'est pas régulé. Donc, on a cherché chez Mélanion, on a essayé de voir quelles pourraient être les classes d'actifs qui seraient des proxys du Bitcoin et qui soient régulées aussi. J'en ai parlé un petit peu avant, les actions, il en existe de plus en plus dans l'écosystème crypto, sont une solution relativement intéressante, puisqu'on l'a vu, il existe de plus en plus d'actions sur des secteurs différents qui permettent d'avoir une corrélation forte avec le Bitcoin. Donc, l'idée a été relativement simple. L'idée a été de sélectionner les actions les plus corrélées au Bitcoin, donc sur un univers d'environ 100 actions qui aujourd'hui cotent sur le Nasdaq ou sur d'autres bourses régulées. On a sélectionné les 30 actions qui ont la plus grande sensibilité par rapport au Bitcoin, sensibilité au sens mathématique, ce qu'on appelle le bêta, et on les a pondérées en fonction de cette sensibilité. Donc, plus la sensibilité de l'action est importante, plus son poids va être important. Donc, on respecte la diversification, puisqu'on a 30 actions différentes, et on respecte également la régulation, puisque ce sont des actions qui sont cotées sur des marchés réglementés. Alors, aujourd'hui, où sommes-nous? Donc, on a eu l'agrément en juillet 2021, on l'a lancé en octobre 2021 sur Euronext Paris, donc j'ai eu la chance de sonner la cloche chez Euronext Paris pour le lancement de cet ETF. On a fait la même chose en juin 2022 sur Borsa Italiana et en juin 2023 sur Amsterdam. Nous sommes passeportés dans la plupart des pays euro, en tout cas de la zone euro. La chance qu'on a avec cette formule, et c'est ce qu'on recherchait, c'est l'éligibilité dans toutes les enveloppes d'investissement. Nous sommes éligibles sur tous les comptes titres, les assurances vie, les plans épargne retraite. Attention, éligible ne veut pas dire aujourd'hui présent, c'est-à-dire qu'une assurance vie, aujourd'hui, a la possibilité de nous mettre dans son catalogue. Ce n'est pas pour ça forcément qu'elles le font, parce qu'il y a encore des freins psychologiques, mais en tout cas, on a cette éligibilité. Et on est également intégrable à tout type de fonds, ou des fonds classiques ou de multigestion. Nous avons la chance d'avoir comme banque dépositaire Société Générale Securities Services, la banque dépositaire de l'IXOR. Pour la petite histoire, Société Générale Securities Services est banque dépositaire de 2 maisons d'ETF, l'IXOR et nous. Donc, on est assez fiers de ça et Société Générale a eu l'esprit suffisamment ouvert pour nous accepter pour accepter notre ETF. Alors, vous allez me demander très bien, mais en termes de résultats, finalement, par rapport au Bitcoin. Alors, comme je l'ai dit, on est investi sur des actions
Donc, on n'a pas de garantie de corrélation par rapport au Bitcoin. En revanche, et là, on peut le voir, on a le cours du Bitcoin en gris et on a le cours de notre ETF en bleu. Alors, il se trouve que l'année dernière, donc c'est un graphe depuis le 1er janvier 2023, on a été plus volatile que le Bitcoin, mais vous voyez, voilà, sur un peu plus d'un an, donc c'est du 1er janvier 2023 jusqu'au 11 janvier 2024, ben, on a des phases où on a surperformé, d'autres on a sous-performé, ensuite on a surperformé. Donc, on a une corrélation qui est très importante. Pour la petite histoire, donc il a été lancé en octobre 2021. Sur 2021, on a eu une performance en ligne avec le Bitcoin. Sur 2022, on a fait 20% de moins que le Bitcoin, mais sur 2023, on a fait une excellente performance. On a fait 35% de plus que le Bitcoin. Donc, on a terminé à 185% l'année dernière. C'est relativement intéressant. Voilà. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut le considérer comme une classe d'actifs à part entière? Et les choses évoluent. Justement, on va le voir. Alors, on va commencer par les éléments à droite, c'est très intéressant. Donc, j'ai repris des coupures du magazine Investir de fin 2023. Donc, tout savoir pour investir l'esprit tranquille. Alors, il faut savoir que fin 2022, les titres sur les cryptos, c'était plutôt faut-il investir sur les cryptos? Et cette année, fin 2023, c'est comment investir et quel est le poids et quel poids doit avoir les crypto-monnaies dans un portefeuille. Alors, j'ai mis aussi une autre coupure de Mieux vivre votre argent, donc de janvier 2024, où le journal donne un portefeuille modèle. Et dans ce portefeuille modèle, alors on a le portefeuille défensif qui a 2% de crypto-monnaie et le portefeuille agressif qui a 5% de crypto-monnaie. C'est très intéressant, ce changement dans la mentalité. Alors, ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, y est pour beaucoup. Le fait qu'on ait eu des ETF aux États-Unis lancés par des très gros investisseurs, les plus gros du monde, hein, le plus gros du monde en particulier BlackRock, a ouvert la voie, et même moi, dans les discussions que je peux avoir aujourd'hui avec les investisseurs institutionnels français, ben, le fait que BlackRock l'ait fait aux États-Unis, le discours, enfin en tout cas l'écoute n'est plus la même par rapport à ce que cette écoute pouvait être en 2022. L'autre point, enfin le point qui est très important, c'est la corrélation. Alors la corrélation sur 2023, j'ai mis 3 corrélations assez marquantes. La corrélation entre le Bitcoin et l'or l'année dernière n'a été que de 11%, hein. Je rappelle qu'une corrélation parfaite est de 100%. Donc, ça apparaît de plus en plus comme un actif décorrélé. La corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500, donc l'indice américain action, a été de 15%. Et aussi, et ça c'est très intéressant parce que souvent les gens disaient bah, quand on investit sur le Bitcoin, c'est comme investir sur le Nasdaq. On a eu l'année dernière une corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq qui a été en dessous de 20%. Donc, que se disent finalement les investisseurs, aussi les gérants privés? Ils se disent voilà, on a, avec le Bitcoin en particulier, on a une classe d'actifs intéressante qui maintenant est investissable via les différents moyens que j'ai pu avancer. Aux États-Unis, on a en plus d'autres aspects, des aspects encore plus simples, puisque je vous ai dit que l'ETF spot pouvait très facilement être intégrable dans les enveloppes fiscales traditionnelles américaines. Et donc, on a la possibilité de l'intégrer. La performance l'an dernier, eh ben, le Bitcoin a surperformé toutes les autres classes d'actifs. Donc, finalement, c'est rentré un petit peu dans les mœurs de se dire, bah, je mets une petite partie de mon allocation dans les cryptos. Voilà, là, j'ai donné un petit exemple. Enfin, sur les 14 dernières années, depuis la création de Bitcoin, la surperformance aussi du Bitcoin par rapport à l'or ou par rapport au S&P 500. Donc, on a une vraie évolution des mentalités. Ça boucle un petit peu avec ce qu'avait dit Alexandre en introduction. Les mentalités évoluent. Je le vois également. On a lancé notre ETF il y a un peu plus de 2 ans. Au début, c'était non, on n'en met pas. Alors, quand bien même on est sur un ETF action, aujourd'hui, c'est oui, on est à l'écoute, on va vous suivre. Oui, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Alors que l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était quelque chose qui était pour l'instant hors de question. Voilà. Merci, merci Cyril, merci Enzo, c'était parfaitement clair. On voit bien qu'il y a un virage qui est pris, on voit bien que ce sujet est devenu incontournable.
On voit bien qu'en matière d'investissement, d'épargne, c'est un sujet qui va émerger de plus en plus et qui ne pourra plus être ignoré par les réseaux de distribution, quels qu'ils soient. Et selon différentes formes, et Cyril l'a bien expliqué, il y a des formes variées pour pouvoir investir de façon plus ou moins corrélée sur les cryptoactifs. Et donc, on intègre petit à petit ce nouveau paysage dérégulé, mais que l'Europe est en train de réguler à sa manière. Et c'est à la fois passionnant et à la fois disruptif. Donc on ne peut pas ignorer ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons chez Qualys un premier événement sur le sujet. Je ne doute pas que on puisse progresser encore au gré des échanges et des évolutions, de vous proposer d'autres clubs conférences sur le sujet. On verra comment le sujet évoluera courant 2024. On sera un plaisir de vous partager de nouvelles actualités, mais on va laisser la place aux questions. Je vois que Philippe Bassous a levé la main. Jean à la régie. Merci Jean. Est-ce que tu peux désactiver les micros, s'il te plaît? Oui, c'est bon, j'ai activé. Activer, pardon. Activer. Désactiver la désactivation. Merci. Oui, ça y est, je crois que j'ai la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Philippe. Ok, génial. Alors, juste pour préciser pour les participants, donc moi j'ai été à la Société Générale aussi pendant très longtemps. C'est d'ailleurs là que j'avais rencontré Alexandre, je crois. Et j'étais dans le département LBO. J'étais numéro 2 de ce département et on a pris la crise subprime en pleine figure. Et je pense que ce qui est important, et je partage complètement tout ce qu'a dit Alexandre sur et ce que vous avez dit, messieurs, sur les bienfaits des cryptoactifs, mais étant un passionné de sémantique, il y a deux termes qui me dérangent. C'est quand je vois crypto-monnaie, et là je l'ai à l'écran, parce que, quels que soient les cryptoactifs, ce ne sont pas des monnaies, ce sont des instruments d'échange. D'ailleurs, Enzo a fait référence à la définition d'Aristote avec l'instrument d'échange, l'unité de compte et l'instrument d'épargne. Mais ce sont des crypto-actifs et non des crypto-monnaies. Ce ne sont pas des monnaies. Elles n'ont pas de pouvoir libératoire. On peut accepter ou refuser un bitcoin pour citer un exemple. Et le deuxième terme qui m'a un petit peu, que j'ai trouvé aussi misleading, je ne sais pas comment on dit en français, désolé, excuse my French, qui est un peu misleading, c'est le terme de tiers de confiance. Quand j'entends dans la même phrase Facebook et confiance, ça me provoque un petit effet épidermique. Il y a, et ça a été très justement dit, un aspect de régulation qui est la protection du consommateur. C'est sûr qu'il y a eu des margoulins dans le domaine bancaire, dans le domaine des compensations, dans le domaine des instruments d'échange, mais il y en a eu aussi dans les crypto-monnaies. Et donc, et on voit les mécanismes de désinformation qui sont utilisés à l'heure actuelle. Ça me paraît choquant d'utiliser le terme, ou plutôt misleading d'utiliser le terme de confiance. Je trouve que la technologie blockchain a beaucoup d'avenir et très intéressante, mais de là à dire qu'on est sur un système qui remplace les tiers de confiance, je trouve ça un peu dérangeant. Voilà, ça peut prêter à confusion. Donc, en fait, c'était plus... c'est un actif très risqué et je suis ravi qu'il y ait des ETF UCITS qui soient tournés vers ce type d'investissement. Maintenant, ça reste un actif risqué. Je crois qu'il existe une échelle des risques et même en ETF UCITS, donc qui est régulé,
Voilà, je ne sais pas, la question c'était, est-ce que vous pouvez nous donner l'échelle de risque, la notation sur l'échelle de risque? Oui, tout à fait. Ah. En fait, tout OPCVM et tout ETF aussi, puisque c'est un OPCVM, hein, comme comme je l'ai précisé en Europe, a une échelle de risque qui va de 1 à 7, qui globalement est liée à la volatilité du produit. Vous pouvez imaginer, compte tenu du graphe que je vous ai donné, que je vous ai montré, que notre niveau est le plus élevé. Donc, il est au niveau 7, ça va de 1 à 7, et notre ETF est niveau 7. Je vous rejoins complètement sur la partie risque. L'idée n'est pas du tout de mettre 100% de son portefeuille là-dessus, pas du tout. En fait, on est dans une logique de diversification. Il y a des gens qui nous disent, j'aimerais bien m'exposer à cette thématique, vous avez un produit intéressant. Une façon de contrer la volatilité, on le sait, c'est la pondération. Puisque finalement, si on met un petit poids sur quelque chose de très volatile, l'impact sur le portefeuille va être plus faible que si on mettait la totalité. Donc voilà, pour répondre à votre point, oui, c'est un produit qui est volatile. Vraiment, dans une logique de diversification, l'idée n'est pas d'en mettre plus de la moitié du portefeuille, mais quelques pourcents, quand bien même on a envie de s'exposer à cette thématique. Alors, je précise, mais merci Philippe pour tes réactions et témoignages. Alors, je ne pensais pas qu'on ferait de la dermatologie financière ce matin, mais pourquoi pas. Donc, pour contrer les réactions urticantes, tu remarqueras qu'on a bien pris soin d'appeler notre club conférence les cryptoactifs, un investissement incontournable. On ne maîtrise pas les titrages de investir. Bon, on passera le message quand même pour leur dire, pour leur parler plus de cryptoactifs. Et autre point que je voudrais modérer ici, on est bien sur un partage d'un sujet, d'un domaine que l'on ouvre et que l'on essaye tous de mieux comprendre et de mieux cerner. On ne fait pas de promotion sur un actif en particulier ou sur une solution financière. Non plus, hein, c'est pas notre rôle et on n'est pas là pour ça ce matin. Donc voilà, et Cyril l'a bien écrit. Les performances passées ne présument pas des performances futures. Donc ça c'est bien dit. On ne va pas avoir de soucis par ailleurs avec tout régulateur qui pourrait nous suivre. Et donc on est très à l'aise avec les messages que l'on diffuse, qui sont des messages objectifs et surtout de rentrer dans une prospective qui nous semble incontournable. Et s'il suscite des réactions, ça montre bien que nous sommes dans la cible justement d'un sujet d'avenir. Et l'avenir, déjà, on le vit déjà au présent. Enzo, tu voulais compléter peut-être. Euh, Attends, je crois que ton micro est coupé. Il y avait des perturbations tout à l'heure. Hop, alors. En attendant d'entendre les réactions d'Enzo, est-ce que il y a d'autres questions par écrit ou à l'oral? Je laisse Jean voir comment activer le micro d'Enzo. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Effectivement, alors oui, bon, les terminologies, effectivement, ça reste théorique aujourd'hui. Les crypto-monnaies s'appellent à l'origine des crypto-monnaies puisqu'elles fonctionnent comme du forex. Elles fonctionnent par paire de devises. Bitcoin seul vaut un Bitcoin. Contrairement à une action, c'est comme cela, fin de compte, que les crypto-monnaies ont pris leur nom de crypto-monnaie. Après, effectivement, chacun voit un petit peu comme il veut. Aujourd'hui, l'actif a encore trop d'immaturité pour qu'on puisse exactement dire si c'est une security, si c'est une monnaie, si c'est une utility, etc. Chaque crypto-monnaie, d'ailleurs, peut avoir des rôles très différents. Il y a des crypto-monnaies qui peuvent être considérées comme des monnaies, puisqu'elles répliquent une monnaie, comme un tracker, avec un ratio de 1 pour 1. C'est ce qui, d'ailleurs, peut créer des soucis. Donc voilà, tout dépend des définitions qu'on met. C'est clair que si on se base sur le fait que ça doit être quelque chose de stable, ce ne sont pas des monnaies, mais est-ce qu'on peut du coup considérer aujourd'hui encore l'euro ou certaines autres monnaies comme des monnaies? Alors, est-ce qu'on peut aussi poser ces questions-là à des personnes qui sont dans des pays malheureusement enclins à des problématiques économiques ou des conflits armés, qui voient leur monnaie être complètement dévalorisée? On va leur dire, bah, du coup, c'est plus
c'est plus des monnaies. Donc bref, tout ça, c'est un petit peu plus personnel et philosophique selon moi. Ensuite, la notion de tiers de confiance. Effectivement, le but, c'est simplement pouvoir, grâce à une technologie, supprimer des intermédiaires qui n'apportent plus de valeur ajoutée lorsqu'ils sont positionnés dans une transaction, en fait. L'idée part de là. Le problème, c'est pas des tiers de confiance, c'est plutôt la confiance perdue dans les tiers de confiance. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, hein, si les personnes qui investissaient dans les crypto-monnaies étaient un petit peu des personnes avec tellement de doutes envers ces tiers de confiance, etc., on n'aurait pas autant d'engouement et autant de succès autour des plateformes d'échange comme Binance, comme Coinbase, etc., qui par définition sont des tiers de confiance, alors qu'ils sont sur la blockchain. Donc c'est très antinomique en fait, également. Donc voilà, on pourrait en parler des heures, mais bon, voilà un peu moi mon avis là-dessus. C'est amusant de voir comment on revient sur des fondamentaux, parce que le sujet que soulève Philippe Bassouls tient au pouvoir libératoire de la monnaie. Et moi, ça me rappelle mes premières heures sur les bancs de la fac en économie, et on parlait de la monnaie, c'est quoi finalement? Et c'est intéressant de voir que tu as commencé par cela, Enzo, et de rappeler l'histoire de la monnaie, ce qui finalement est un vecteur d'échange dans l'humanité depuis l'aube des temps. Et donc, on revient sur ces fondamentaux et on se réinterroge sur ces fondamentaux. C'est très intéressant. Mais c'est un peu, ça rejoint un peu l'idée parfois. Alors moi, je suis d'origine bretonne et je vois parfois des régions dans ce coin-là où il y a des localités qui ont créé leur propre monnaie, petite monnaie locale. On n'en est pas tout à fait proche, mais ça reste quand même un petit peu dans cet aspect-là, c'est avoir une monnaie communautaire pour laquelle des banques centrales n'ont pas de mainmise. Et en fait, pour moi, la réflexion, elle est de se dire, est-ce que la monnaie doit être dans l'État ou en dehors de l'État? Tout part de là, en fait. Et du coup, c'est la confiance envers l'État. On peut rappeler le nombre de crypto-actifs qui existent au monde? Alors, aujourd'hui, pratiquement plus de 20 000, 25 000, il me semble. Vous pouvez considérer qu'il y en a plus de 95%, 98% à mettre à la poubelle. Clairement, pareil pour ce qui est des NFT, etc. En termes de cas d'usage, je dirais, de technologie. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Ouais, c'est assez époustouflant, je dois dire. Ça prend 2 heures de créer un token, si vous voulez. Prenez une équipe, et c'est là toute la problématique. Vous prenez 3 personnes bien motivées, il y en a un qui sait coder, il y en a un qui sait faire un site internet, il y en a un qui sait faire de la com. En une nuit, ils vous montent la plus grande arnaque avec un site internet qu'ils peuvent réussir à faire paraître pour quelque chose de professionnel, un token codé et qui va vendre des performances ou un intérêt, je ne sais pas trop quoi. Et puis un autre qui va mettre ça sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, qui va faire la communication sur les réseaux. Et puis, vous avez une arnaque qui est créée en une nuit, c'est pas compliqué. Donc vigilance. Toujours. On rappelle les comportements de bon père de famille qui sont essentiels et indispensables pour ne pas se laisser quand vous voyez embarquer. le tableau qu'a fait Cyril ici, avec les performances que vous voyez ici, pourquoi rajouter une couche de risque dans l'investissement en allant investir sur des tokens qui sont très peu valorisés, qui sont peu transparents, sur lesquels on a peu d'infos sur les fondateurs, etc. Alors qu'en investissant sur Bitcoin, qui reste très risqué, vous avez certes moins de potentiel de croissance en termes de gain de capital, mais vous avez aussi moins de chances de perte totale en capital en étant sur des crypto-monnaies qui sont déjà fortement valorisées. Donc chacun met son curseur un petit peu où il le souhaite, quoi. En termes d'investisseur, profil d'investisseur, quoi. Et donc on peut ouvrir, peut-être conclure sur ça, s'interroger sur le Web 3, puisqu'en fait les vecteurs de transmission et de communication aujourd'hui, et tu parlais de NFT, Enzo, il y a de vraies problématiques qui sont soulevées aujourd'hui sur comment sécuriser les transactions dans le Web 3. J'ouvre là un autre sujet, et qu'on tiendra peut-être courant 2024, on verra au gré des demandes. Est-ce que y a-t-il d'autres questions? Et j'attends un instant. Oui, Pierre Fini. Nous vous écoutons. Le micro est coupé pour le moment. Oui, Pierre Fini. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est une question qui est pour l'ensemble des intervenants,
quels sont les paramètres fondamentaux qu'il faut suivre pour apprécier à la hausse ou à la baisse le cours du Bitcoin en tant qu'investisseur. Cyril, tu veux y aller ou j'y vais? La question est intéressante parce qu'on a, je dirais, deux typologies d'investisseurs sur le Bitcoin. Il y a des gens qui sont convaincus de toute la partie base de la technologie décrite par Enzo, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est un rempart extrêmement intéressant à l'ensemble des monnaies. Et donc, finalement, font ce qu'on appelle de la détention, hein, en anglais, donc c'est hold, et puis en fait, chez les personnes qui ont des cryptos, ça s'appelle hodl, H-O-D-L, donc c'est de la détention, donc il n'y a pas forcément de timing. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je dirais qu'avant tout, si on est dans une logique d'investissement, le vrai point, c'est la gestion du risque, comme l'a dit la personne juste avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprécier ça comme un actif qui est extrêmement volatile. Donc, il faut, alors, sauf si on est Bitcoin maximaliste et qu'on a envie de faire all-in dessus, mais c'est pas du tout ce que je conseille, c'est de faire une allocation qui est relativement faible, voilà, entre 1 et 5%, voilà, de ce qu'on pourrait y mettre. Les paramètres ensuite à suivre, c'est plutôt la vie de Bitcoin. Enzo en a parlé, il y a le halving qui va être la division par 2 des récompenses. Donc ça, c'est un gros événement à suivre pour Bitcoin. Maintenant, vouloir essayer de timer le marché, l'expérience a montré que c'était compliqué. C'est de manière générale compliqué sur un actif traditionnel et sur le Bitcoin aussi. Donc, on entend beaucoup le principe de ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average, qui permet de dire, voilà, on investit une somme, voilà, imaginons qu'on ait envie d'investir 1 000 €, et ben on le divise sur 40 mois et on fait 25 €, voilà, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on divise en temps précis, et ce qui te permet de lisser. Il n'y a pas forcément, à part finalement des événements, il y a des gens qui ont essayé de jouer l'événement sur BlackRock. Il n'y a pas forcément de règles précises. Voilà, je ne sais pas, Enzo, si tu veux compléter. En termes micro, nous, ce qu'on va regarder quand on va créer des listes d'investissement, c'est qu'on va faire des due diligence sur le token en lui-même. Donc, sinon, on va regarder ensuite l'aspect techno. Donc, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on ouvre le capot, qu'est-ce qu'il y a sous le moteur. La question était sur Bitcoin, hein, je crois. Je crois que c'était les critères, moi. Non? Sur comment est-ce qu'on choisit? C'était sur Bitcoin, votre question? Oui. Ah, sur Bitcoin spécifiquement? Clairement, du coup, tout à fait en ligne avec Cyril, c'est-à-dire que alors après, ça reste assez personnel. Pour moi, c'est du long trend. Aujourd'hui, on ne sait pas. Clairement, personne ne peut dire Bitcoin dans 10 ans, c'est 100 000, c'est 15 €, c'est 1 million. On ne sait pas vraiment. Il y a une alternative à un modèle actuel, ça c'est sûr, en revanche. Donc l'exposition, comme on le voit sur la slide ici, entre 2 et 5% dans un portefeuille en fonction de son profil de risque, c'est à peu près ça. À savoir qu'il ne faut juste pas avoir besoin de l'argent qu'on va investir là-dedans. Forcément, c'est du long terme, donc il ne faut surtout pas avoir besoin de vendre en urgence, etc. Il ne faut pas se faire prendre dans le marché, c'est-à-dire se dire oh, je suis en retard, etc. À partir du moment où on fait les choses en urgence, peu importe l'actif, c'est qu'on fait les choses, il y a eu un problème dans le process quelque part, forcément. Et puis effectivement, Bitcoin, c'est en fonction de sa capacité d'investissement, soit en DCA, si on souhaite le mettre un petit peu et on lisse le prix, c'est une bonne solution pour des, on va dire, plus petits porteurs ou lorsqu'on débute. Sinon, la clé pour moi, c'est la durée d'investissement. C'est ce qui va lisser la volatilité sur le long terme. Je ne sais pas si votre question a été répondue, du coup. Oui, merci à vous. Okay. Bien, je crois qu'il est temps de conclure, de refermer cette page partagée. Merci à toutes et à tous de votre attention, de vos questions. Merci Cyril, merci Enzo pour vos interventions. Merci à vous. Merci. Et toute l'équipe Qualis Formation se réjouit de vous avoir accueillis ce matin
Et nous vous disons à très bientôt. Le replay sera mis à disposition très prochainement.